Ce film est une merde. Si vous avez suivi mes vidéos récemment, à savoir mon alerte spoiler sur la trilogie Pirates des Caraïbes et les quelques anecdotes qui les ont accompagnés, vous savez que j'attendais pas grand chose de ce 5e film malgré le fait que je sois fan de Pirates des Caraïbes. Les bandes annonces, l'annonce du réalisateur et des scénaristes, ça ne faisait qu'annoncer des mauvais trucs pour le film. Mais bon, j'avais remarqué qu'il y avait pas mal de gens, notamment sur Facebook, qui disaient finalement Pirates des Caraïbes 5 il est pas si mal que ça. Alors du coup, je commençais à retrouver espoir, peut-être que j'ai surinterprété des signes qui semblaient mauvais, et peut-être que le film n'est pas si mauvais que ça, donc allons voir pour voir ce que ça donne. C'était pire que ce que j'aurais cru. Pourtant ça commençait bien, la toute première scène avec Orlando Bloom qui parle avec son fils qui essaye de se suicider pour retrouver son père. Là ils ont essayé de faire encore plus dark que la séquence d'ouverture de Pirates des Caraïbes 3, ce qui marche pas des masses, mais bon. Et cette scène, voilà, la retrouvaille avec Will qui dit arrête d'essayer de me sauver, voilà, ça sert à rien, retourne chez ta mère, etc. C'est une scène qui arrive à être belle malgré un montage un petit peu charcuté. Mais après ça devient de la merde. Donc c'est l'histoire de Henry Turner, le fils de Will et Elizabeth, qui est joué par le mec qui jouait mal dans Gods of Egypt, qui essaye de retrouver le trident de Poséidon, parce que maintenant le dieu de l'océan c'est Poséidon, Calypso peut aller se faire foutre, pour pouvoir libérer Will de la malédiction du Hollandais volant. Et pour ça il part à la recherche de Jack Sparrow, qui selon lui est le seul à pouvoir l'aider à retrouver ce trésor, même si en réalité non. Jack Sparrow n'a rien aidé du tout dans cette histoire, et il se retrouve confronté à des fantômes dirigés par Javier Bardem qui sont juste méchants et veulent tuer des pirates. Voilà. Ah, il y a un personnage de femme forte et indépendante dedans. Donc, passons aux qualités. Voilà, ça c'est fait. Passons maintenant aux défauts. Le montage est atroce. Vraiment atroce. C'est beaucoup trop accéléré. Je reproche souvent aux blockbusters actuels d'avoir un rythme trop accéléré, comme par exemple dans les films de Marvel comme Ant-Man ou Doctor Strange, ils ont un rythme qui ne prennent pas assez de temps pour bien développer l'univers et les personnages. Mais là, c'est pire. Aucune scène arrive à respirer. Aucun personnage n'arrive à se développer tant ça va vite. Le film, il ne fait que l'enchaîner des personnages qui font des explications, scènes d'action, personnages qui font des explications, scènes d'action, moments pseudo rigolo mais pas vraiment, tentative de développer les personnages alors que non. Ce qui fait qu'on n'a aucune atmosphère. Je veux dire, même il y a même pas la texture, je veux dire, les Pirates des Caraïbes, surtout la trilogie de Gore Verbinski, il y avait cette espèce de texture, voilà, de traitement de l'image qui donnait un petit côté crade à cet univers et qui du coup le rendait encore plus vivant. Mais on a même pas ça. Et on a aucun développement de personnages. Les personnages, ils finissent exactement comme ils ont commencé. Je veux même dire, il y en a certains qui régressent, mais on y vient. Et puis qu'est-ce que c'est mal écrit. Oh la vache. Le pire exemple, c'est la présentation de notre femme forte et indépendante de cet épisode. Ce qui est marrant parce que là, c'est avec ce personnage que ça se voit qu'ils essayent de faire comme Star Wars 7. Sauf qu'ils ont pas le talent de narration de J.J. Abrams. Comparant les scènes de présentation, voilà, Rey, dans Star Wars 7, on l'a présenté avec une séquence sans dialogue, voilà, qui prenait 3 bonnes minutes à montrer le quotidien du personnage, qui permet de donner vie au monde qui l'entoure, mais aussi au personnage, ce qui nous permet de nous attacher au personnage sans même que l'on sache son nom ou le son de sa voix. Dans Pirates des Caraïbes 5, comment il la développe, leur Rey à 2 balles, je suis une femme de science qui essaye de retrouver les traces de son père qu'elle a jamais connu, voilà, elle dit littéralement qui elle est comme ça. 0 sur 20 au niveau de la narration, quoi. Même le méchant des dialogues de merde, comme par exemple la scène où le méchant Salazar dit à Henry de retrouver Jack Sparrow pour lui dire qu'il va venir le tuer, voilà. Il fait une phrase genre « Je serai bienvenu, mais les morts ne racontent pas d'histoire. » Et là, je suis genre « Ok, à part pour caser la phrase qui sert de sous-titre en VO, à quoi ça a servi ? Ça a aucun sens cette phrase. C'est genre la tentative la plus ratée de foutre le titre dans les dialogues que j'ai jamais vu depuis Deathstalker 2. I'll have my revenge and Deathstalker 2. Et pour en revenir à notre Rey à 2 balles, ils essayent de forcer, mais vraiment à coup de poing violent, l'aspect féministe du film. Mais les films live Disney, voilà, les dessins animés ne prennent pas en compte, les films live Disney, arrêtez de parler féminisme. Vous êtes nuls à chier pour ça. C'était nul à chier dans La Belle et la Bête avec le « Oh, c'est pas bien, elle apprend une fille à lire !» Et c'était aussi nul à chier dans le pourtant très bon Alice de l'autre côté du miroir. Mais là, c'est pire parce que l'univers entier dit à cette nana « Non, c'est pas bien que tu fasses de la science. » On la découvre alors qu'elle est en tôle et qu'elle s'apprête à être pendue parce qu'elle a fait de la science. Elle a fait de l'astronomie. Ce qui du coup veut dire que c'est une sorcière. What ?
Ok, déjà, la chasse aux sorcières, ça se faisait plus à cette époque, je crois bien. Voilà, ça se faisait à l'époque du Moyen-Âge, mais justement, c'est plus le Moyen-Âge, là, maintenant. Dans les précédents films, on a vu à quel point le monde des Caraïbes n'est plus du tout superstitieux. Il croit plus aux malédictions, aux sorcières, aux sirènes, etc. Personne ne croit que les pirates de Barbossa sont réellement maudits. Donc, du coup, pourquoi ils croient aux sorcières, mais ils croient pas aux malédictions? C'est pas cohérent. Et puis aussi, à cette époque, sachant que George II était vivant à cette époque, voilà, le roi George II qu'on a vu dans Pirates des Caraïbes 4, il existait des femmes scientifiques, notamment certaines qui ont travaillé dans l'astronomie. Je veux dire, même les pirates la regardent genre, oh c'est incroyable, une femme qui ne fait pas ce qu'on lui dit, qui ne fait pas la cuisine et qui sait faire des trucs, qui sait naviguer un bateau. C'est encore plus débile parce que des femmes pirates qui ont dirigé des navires et un équipage, ça existe. Ça existe même dans cette saga. Mais non, tout le monde est genre, mais c'est quoi cette femme qui sait pas faire la cuisine? Puis ça change pas le fait que le personnage est vide de personnalité et se contente de dire, il faut aller là pour accomplir notre quête. Le personnage d'Henry existe. Il est encore plus vide et fade que le missionnaire dans Pirates des Caraïbes 4. On est à ce niveau-là. Et encore une fois, il a aucun développement de personnage. Même sa romance est bâclée. Ils essayent de faire passer une espèce de tendance sexuelle, mais déjà, c'est très mal développé étant le montage est atroce. Mais en plus, ça fait quoi à part j'ai touché sa poupe et j'ai vu ses hanches. Il y a même des éléments qui servent absolument à rien, comme par exemple, il y a la marine qui essaye aussi de récupérer le trident, parce que le trident, ça permet à quiconque le possédera de contrôler les océans, voilà. Alors du coup, quand ils apprennent l'existence de ce trident, ils se disent, c'est à nous que doit revenir le droit de contrôler l'océan, voilà. Alors du coup, ils partent à leur recherche, ils arrivent à faire face au Black Pearl, parce que apparemment maintenant la marine peut distancer le Black Pearl. Le Black Pearl que je rappelle, c'est le navire le plus rapide des Caraïbes, c'est rappelé plusieurs fois dans la trilogie, voilà, c'est même grâce à ça qu'ils se sortent de pas mal d'emmerdes. Et là, ce con avec son petit bateau de merde, voilà, il arrive à distancer le Black Pearl. Va te faire foutre. Mais surtout, dès qu'il débarque en face, qu'est-ce qui se passe? Il se fait tuer par Salazar. Donc tout le scénario avec la marine, ça a servi à rien. Ça a composé 5 minutes avec le mec qui a engagé une sorcière et tout pour pouvoir retrouver la trace du trident, qui utilisait le fait que la nana scientifique, elle a marqué des trucs sur le mur parce que... Tout ça, ça a pris quoi? 5-6 minutes 5-6 minutes qui auraient pu servir à mieux développer les personnages et à permettre au montage d'enfin ralentir pour éviter que les gosses aient une crise cardiaque. Mais non, le personnage de Salazar, déjà Javier Bardem malheureusement est très sous-utilisé, voilà, je suis désolé mais c'est encore un méchant pétard mouillé à la Barbe Noire, sauf que Barbe Noire au moins on prétendait qu'il avait un petit peu de profondeur et surtout il avait une belle mort. Salazar n'a même pas ça tant il est vide. Son style graphique est intéressant mais seulement pour quelques minutes. Ah et aussi, Salazar est un général, voilà, un général militaire qui a juré d'exterminer les pirates, qui tient à se venger de Jack Sparrow et qui profite d'une malédiction pour pouvoir assouvir son contrôle des océans, c'est Beckett. Voilà, c'est ce putain de Beckett. Et c'est là que ça fout un petit peu la merde, parce que Beckett, il n'était pas très développé en tant que méchant, mais c'était excusé par le fait que c'était une fonction qui surtout servait à contrôler le véritable méchant de l'histoire, à savoir David Jones. Mais là, non, c'est notre méchant principal, c'est tout ce qu'on a, à savoir un personnage vide. Sauf que là, encore une fois, il a même pas une belle mort, le personnage, donc voilà, c'est juste nul. Johnny Depp ne joue pas Jack Sparrow. Il joue Charlie Mordecai. Voilà, déjà, bonne nouvelle, on va arrêter avec ce cliché de « Oh, Johnny Depp, il joue tout le temps la même chose ». Non, là, le problème, c'est que justement, il ne jouait pas la même chose. Il joue juste un bouffon voleur qui a pas beaucoup de chance, c'est tout. Or, c'est pas du tout ça, Jack Sparrow. Si on regarde bien le personnage, c'est un mec, justement, qui se fait passer pour un bouffon pour pouvoir manipuler tout le monde. C'était quelque chose de très clair dès le premier film. Mais non, là, ils en ont fait... même pas un bon comic relief, voilà. Il sert même pas au scénario. Tout ce qu'il fait dans le scénario, c'est attirer le méchant sur nos véritables héros que sont Henry et l'autre conne. Donc littéralement, s'il n'y avait pas Jack Sparrow dans cette histoire, Henry aurait accompli plus vite son objectif et on aurait vaincu plus vite le méchant. Au début, le côté bouffon, pas beaucoup de chance, je me disais, ça peut être pas mal, ça peut être genre un sous-scénario où on montre que Jack a perdu la grandeur de ses belles années, qui au cours du film, il va essayer de retrouver le Jack qu'il était à l'origine. Où est-ce que vous étiez quand j'ai dit qu'il n'y a aucun développement de personnage? C'est même pire parce que la fin le glorifie parce qu'il est un bouffon. Alors que, encore une fois, il a rien accompli dans cette histoire. Haha, j'ai retrouvé le contrôle de mon équipage et de mon Black Pearl. Mais t'as fait quoi pour mériter ça? Même le flashback sur la jeunesse de Jack Sparrow et sur comment Salazar a été tué,
ça révèle rien sur Salazar, parce que voilà, on savait déjà que c'était un gros connard qui voulait tuer tous les pirates, et ça révèle rien sur Jack, je veux dire, même le fait de voir à quoi il ressemblait quand il était jeune, bah, voilà, ils ont dépensé des millions de dollars pour faire une démo de leur technologie qui permet de rajeunir les acteurs, mais là, voilà, ça servait à rien, parce que c'est Johnny Depp, c'est un des acteurs qui vieillit le moins au monde, tout ce que t'avais à faire, c'est raser sa moustache, et c'est bon, tu l'avais ton Jack Sparrow jeune. Oh, mais on découvre comment il a eu son compas, ce qui contradit totalement ce qu'avait dit Tia Dalma dans le 2, à savoir que Jack Sparrow lui avait piqué. Et on découvre comment il a eu son costume, vu que en fait tous les pirates de son équipage, quand il a tué Salazar la première fois, et ben ils l'ont récompensé avec leur butin en leur donnant chacun des petits objets qui vont composer le costume de Jack Sparrow. Ce qui est une idée de merde, parce que justement le charme du costume de Jack Sparrow, c'est pas qu'il se l'ait fait tout d'un coup, c'est qu'il se l'ait fait aventure par aventure. Voilà, un petit objet qu'il a piqué par-ci, un petit objet qu'il a eu après une grande aventure, un petit objet auquel il tient parce que c'était le seul truc qui pouvait le conforter à telle nuit, etc. Voilà, c'est des petits éléments où tu pouvais imaginer qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il ait tel ou tel objet. Encore une scène inutile que si on l'avait remplacé avec plus de développement de personnage, le film aurait été mieux. Ah et aussi Paul McCartney. Il est là juste pour une scène totalement inutile, voilà, il est là juste parce que Keith Richards n'a pas pu venir, et il est là juste parce que les mecs ils essayent de refaire ce que le 3 avait fait avec Keith Richards. Sauf que ce que le 3 avait fait avec Keith Richards, c'est pas juste un caméo à la con, c'était un caméo qui disait beaucoup sur l'univers des pirates et sur le personnage de Jack. Le caméo de Paul McCartney, il fait même pas ça, il est là juste pour que Jack soit genre hey, coucou Tonton, au revoir Tonton. Barbossa est le seul personnage où ils avaient une idée qui aurait été intéressante, parce que, spoiler, l'autre conne, c'est sa fille. Ce qui malheureusement est totalement charcuté et il n'apporte aucune émotion tant c'est survolé. C'est con parce que voilà, ça aurait pu être comme dans le 4, que Barbossa soit le seul personnage à avoir un développement intéressant, mais non. Et à la fin, il se sacrifie pour elle. Voilà, mort qu'ils essayent de rendre super triste, qu'ils sont allés jusqu'à prendre la musique de la mort de Beckett dans le 3, ce qui... Voilà, va te faire foutre, tu mérites pas cette musique. La nana, elle découvre que Barbossa est son père à la seconde où il se sacrifie, quoi. Zéro émotion, quoi. Et après que, oh mon dieu, ils ont tué Barbossa, espèce d'enfoiré, ils te mettent une musique de victoire parce que nos héros viennent de se sortir d'une situation de merde, donc voilà, même le montage se fout de la mort de Barbossa. Et après, ils essayent de rattraper le coup, genre, oh merde, Barbossa est mort. J'en ai rien à foutre. Même sa fille en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'elle retient du fait que Barbossa était son père? Mon véritable nom, c'est Barbossa. C'est tout ce qu'elle retient. Et l'autre gros problème du film, c'est le ta gueule c'est magique. C'est genre la pire utilisation de Deus Ex Machina et de ta gueule c'est magique que j'ai vu depuis 10 War. Ok, donc Salazar est prisonnier du triangle des Bermudes. Voilà. Donc comment il fait pour se libérer, pour pouvoir prendre le contrôle des océans? Eh bien c'est simple, Jack s'est débarrassé de son compas. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qui provoque la libération de Salazar. Parce que apparemment, quand tu trahis le compas, il exauce ton pire cauchemar. What? C'est ça, trahir le compas, le refiler à quelqu'un d'autre? Mais dans ce cas, pourquoi Salazar n'a pas été libéré quand il a remis le compas à Elizabeth dans le 2, à Will et Beckett dans le 3, ou à Gibbs dans le 4? Pourquoi c'est jamais arrivé, hein? Non mais ta gueule, c'est magique! Aussi, il y a une scène où Salazar et ses hommes arrivent vraiment à fond pour essayer de massacrer Jack et les deux autres cons. Et là, comme ils sont super épuisés parce qu'ils viennent à peine d'échapper à des requins zombies, oui, il y a des requins zombies. Donc maintenant, on peut officiellement renommer ce film Zombie Shark versus Pirate. Et au moment où tu dis, bah c'est bon, ils sont morts, les mecs ils vont venir, ils vont les taillader en 1000 morceaux, et bah oh, au fait, ils peuvent pas monter sur Terre. S'ils montent sur Terre, ils crèvent. Ok. C'est très pratique de le révéler à la seconde près où justement ça pourrait les sauver. Ça sonne pas du tout comme un Deus Ex Machina que t'as sorti de ton cul. Et puis aussi, c'est tout ce qu'il faut faire pour tuer Salazar? Pourquoi on craint ce mec? D'accord que c'est chiant pour ceux qui veulent se balader en mer tranquille, mais tout ce que t'as à faire, c'est lui balancer un petit peu de terre dans la gueule et c'est bon, non? Et aussi, le trident. Voilà, le trident, à la fin, ils détruisent le trident parce que Henry et l'autre conne remarquent un truc par rapport au poème qui les a guidés jusqu'au trident, parce que pour prendre le contrôle des océans, tu dois diviser, voilà. Ce qui, moi, j'avais juste compris que c'était juste pour séparer les eaux en mode Moïse, voilà, c'était juste ça. Non, apparemment, ça veut dire que si tu détruis le trident, ça annule toutes les malédictions du monde. Quoi?
Je croyais que le trident permettait juste de prendre le contrôle des océans. En quoi ça implique... En quoi ce serait la source de toutes les malédictions du monde? Encore une fois, c'est un Deus Ex Machina qu'on a sorti de notre cul. C'est ta gueule, c'est magique, voilà. Donc ça règle forcément tous les problèmes. Sauf que même dans la façon dont ça règle tous les problèmes de la fin du film, c'est complètement illogique. Salazar redevient humain. Sauf que le truc de la malédiction de Salazar, c'est pas que ça le changeait juste en zombie, non, c'est justement que ça le changeait en zombie avant qu'il ne meure. Normalement, enlever la malédiction, ça devrait le buter. Mais bon, il fallait qu'il reste une menace pour que Barbossa puisse se sacrifier, parce que Geoffrey Rush veut se tirer de ce tournage de merde. Et surtout, bien sûr, ça veut dire que maintenant, Will est libéré du Hollandais volant, et il va pouvoir retrouver Elisabeth pour pouvoir offrir à Henry des tapes de petit frère. Ouais, qu'ils aillent se faire foutre tous ceux qui meurent en mer et qui doivent être guidés dans l'au-delà. Je peux enfin non, parce que ouais, on a un petit peu oublié ça justement. Le Hollandais volant, c'est pas un bateau maudit, c'est un bateau qui doit guider les morts vers l'au-delà. C'est quand même un truc super important, c'est qui est allé justement avec le fait que voilà, le monde des adultes, il est injuste. Will et Elisabeth sont séparés, ils peuvent se voir qu'une fois tous les 10 ans, mais voilà, c'est un bon compromis pour permettre à l'enfance de survivre à travers le personnage d'Henry, dont la seule utilité était dans la scène post-générique du 3. Parce que oui, les Pirates des Caraïbes ont des séquences post-génériques. Parlons de ça, justement. La séquence post-générique de Pirates des Caraïbes 5, c'est le truc qui m'a fait dire, il faut buter ces mecs. Donc, la scène post-générique, ça se passe chez Will et Elisabeth qui dorment tranquillement, sauf qu'il y a de la pluie et des éclairs dehors, ce qui veut dire que, oh, un truc dramatique va se passer. Mais là, je suis genre... Quel truc surnaturel tu pourrais révéler? Je veux dire, on a détruit le trident qui, normalement, selon tes dires, détruit toutes les malédictions du monde. Donc, normalement, il n'y a plus rien de surnaturel, et la saga Pirates des Caraïbes est finie, quoi. Voilà, il y a plus aucune magie, donc voilà, qu'est-ce que tu vas nous révéler comme future menace? Et là, du coup, t'entends des bruits de pas super menaçants qui commencent à entrer dans la chambre de Will et Elisabeth, mais au bout d'un moment, je me dis, je reconnais ce bruit de pas. Je reconnais ce bruit de pas. Et là, tu commences à voir l'ombre de quelqu'un, voilà, qui s'approche dangereusement de Will. Et là, tu commences à distinguer un tricorne sur la tête du mec, une espèce de corail sur l'épaule et des espèces de tentacules. Et là, je suis genre, non! Non! Ne faites pas ça! Non! Et là, il s'approche de Will tout doucement et t'as un gros plan sur son bras pince de crabe qui s'apprête à le frapper. Et là, je suis genre, non! 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 Et là, Will se réveille. Et là, je suis genre, ok, assume, voilà, faites en sorte que ce soit juste un mauvais rêve, voilà. Recouche-toi, Will, voilà, reprends dans tes bras Elisabeth, voilà, c'était juste un rêve, ne faites pas vraiment. Et là, la caméra descend et tu vois des furoncles sur le sol. Et t'as la musique de Davy Jones. Les mecs viennent de teaser le retour de Davy Jones pour un 6e film. Non! Oh mais Michael J, tu devrais être content que ton méchant préféré revienne pour le 6e film. Justement, c'est un de mes méchants préférés parce qu'il avait une belle mort. Il avait un accomplissement de personnage qui était parfaitement complété, justement parce que j'adore ce personnage. Je ne veux pas le voir massacré dans un film qui le fera revenir juste pour du fanservice à la con. Je veux dire, c'est même pas logique avec ce que le film dit sur le trident. Je veux dire, en quoi détruire les malédictions permet de ressusciter un mec? Non, parce que Davy Jones, il est pas mort à cause d'une malédiction. Il est mort parce que quelqu'un lui a poignardé le cœur. Et même, admettons que, ok, ça permet à Davy Jones de revenir à la vie. Pourquoi il est en forme maudite? Pourquoi est-ce qu'il a des tentacules, le bras de crabe, etc. Parce que justement, ça, c'était le truc qui faisait partie de la malédiction. Malédiction qui a été provoquée par le fait qu'il n'accomplissait plus son but de capitaine de Hollandais volant, à savoir guider les morts dans l'au-delà. Là, quand il est plus capitaine du Hollandais volant, il n'y a plus de malédiction, donc normalement, il n'y a aucune raison pour qu'il soit en mode tentaculaire. Mais seulement, voilà, fanservice. Parce que c'est con, ils ont filmé par erreur une fanfic. Et puis aussi, c'est un renoncement artistique. C'est genre, ouais, on n'est pas capable de faire un bon méchant. Donc du coup, pour le prochain film, on va juste recycler un méchant que tout le monde aime. Seulement voilà, si Barbe Noire et Salazar sont des mauvais méchants, c'est parce qu'ils sont mal écrits, mal développés. Tu auras beau prendre Davy Jones, si t'as le même traitement, ce sera de la merde. Alors s'il vous plaît, ne faites pas de Davy Jones un pétard mouillé. Laissez-le mourir. On avait enfin un élément super de Pirates des Caraïbes qui était à l'abri de vos sales pattes, mais non, vous foutez tout en l'air. Et puis déjà que vous avez massacré Jack Sparrow, le personnage qui, justement, sur qui repose l'existence de cette saga, qu'est-ce que ça va être avec Davy Jones? Donc non, n'allez pas voir ce film. Ça chie littéralement sur la saga Pirates des Caraïbes. C'est
c'est tout aussi mauvais que Terminator Genisys. Voilà, c'est exactement pareil. Ça se cache derrière du fanservice pour essayer de planquer la compétence du film. Et très franchement, j'espère que la malédiction des films de Johnny Depp et des films live Disney va encore frapper pour ce film, parce que putain, je ne veux pas de ce 6e film. Je ne veux pas que l'on massacre Davy Jones. Non. Donc, si vous voulez voir un bon film Pirates des Caraïbes en salle, allez voir Les Gardiens de la Galaxie 2. C'est un bien meilleur Pirates des Caraïbes que Pirates des Caraïbes maintenant.